Bonjour à tous, Valentin Ergot, président de la balle pelote de Montigny-les-Lances et ancien président de la fédération. Je réalise une petite vidéo aujourd'hui parce que vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, je me suis porté candidat aux futures élections de la fédération. Alors ça vous a peut-être étonné parce qu'il y a presque 2 ans d'ici, j'avais également fait une vidéo où je dénonçais en fait beaucoup de choses qui n'allaient pas à la fédération. Et c'était notamment les raisons pour lesquelles je démissionnais de mon poste parce que je ne voulais pas être tenu responsable de certaines errances et certaines choses qui n'étaient pas légales. Alors du coup, vous devez certainement vous demander du coup, pourquoi de nouveau être candidat désormais. Ce fut une longue réflexion. Ça n'a pas été une décision facile en fait parce que à l'époque j'ai quand même perdu beaucoup au niveau santé, mon diabète, perte de boulot, séparation, etc. Tellement l'engagement à cette fédération était conséquent. Quand on a une passion, on la fait à fond et donc c'était difficile parfois de faire les bons choix. Et donc je m'étais dit plus jamais. Mais en fait je me suis rendu compte en discutant avec certains amis que si on ne faisait rien, si rien ne change au niveau des décisions prises à la fédération, au niveau des projets, et si rien ne se fait pour l'avenir, j'ai beau investir tout mon temps dans mon club, essayer de le professionnaliser et d'avoir des projets ambitieux avec celui-ci, ça ne mènera à rien parce que si rien ne change, la balle pelote, vous le savez très bien, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'elle est sur le déclin. Je crois qu'il est possible de sauver les jeux de paume, vraiment, c'est faisable, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et dans cette vidéo, c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer pour essayer de toucher un public le plus large possible, étant donné que la Belgique est très vaste et c'est compliqué d'expliquer ses projets à chaque dirigeant individuellement. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez connaître mes idées, ce que j'ai envie de faire. Je vais reprendre également le plan de restructuration que j'avais déjà expliqué il y a 1 an. Alors, pour que ce soit possible et essayer de sauver les jeux de paume, il faut vraiment des changements radicaux pour notre sport. Et pour moi, il est important et urgent de restructurer les différents organismes dirigeants de la balle pelote. Pour quelles raisons ? Il y a plusieurs points. Déjà, au niveau légalité, actuellement, ça va pas fort. Il faut optimiser l'économie. Actuellement, la structure économique elle est en pyramide inversée et donc les organismes qui doivent mener à bien des projets n'ont pas les moyens de le faire. Et les organismes plus bas qui n'ont pas la possibilité de réaliser des projets ont l'argent. La répartition n'est pas bonne. Également gagner en efficacité, en pertinence. Actuellement, il y a tellement de différents niveaux de pouvoir et d'organismes qu'il y a de l'administration, de la refacturation, etc. C'est vraiment un enfer. Il faut également rassembler les compétences. Il y a tellement de structures actuellement qu'on arrive difficilement à mettre les bonnes personnes au bon poste. C'est déjà compliqué d'avoir une équipe de 13 administrateurs où chacun a des tâches bien réparties dans lesquelles il est bon. Mais là, si on démultiplie comme actuellement, ça devient vraiment très compliqué. Et c'est également pour gagner en termes de professionnalisme. Alors actuellement, donc, la structure est très complexe. Comme vous le voyez sur la slide ici, on a une coupole qui gère le niveau national. Ensuite, on a la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a la Flandre. Et ensuite, on a encore 6 régions. On en a 5 qui sont en fait sous l'égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a la région Flandre qui est sous la partie CATS Entiteit Vlaanderen. Alors toutes ces structures en fait ont à chaque fois des administrateurs, donc c'est un nombre conséquent d'administrateurs. Elles ont à chaque fois un comité sportif et un comité d'appel. Et donc c'est une multitude de monde qui peut-être à l'époque était utile parce qu'il y avait énormément de clubs et ça avait du sens. Mais plus maintenant, parce que forcément, on a beaucoup moins de clubs. En plus de ça, actuellement, il n'y a aucune de ces entités qui est gérée de manière légale, c'est-à-dire qu'il y en a par exemple aucune qui est soumise à la TVA, alors que c'est une obligation légale. Également, je donne un exemple, mais à l'époque, on avait une utilité d'avoir autant de structures parce qu'il y avait des subsides qui devaient être attribués en Flandre et en Wallonie. Sauf que dans la situation actuelle, en Flandre, il n'y a aucun subside qui est obtenu, étant donné qu'il n'y a pas assez de membres affiliés. Les seuls subsides qu'on obtient actuellement sont en région Wallonie-Bruxelles, et donc c'est la raison pour laquelle en fait, mon idée, ma volonté serait de complètement restructurer pour avoir un seul et unique organisme en ayant des personnes
compétente et en ayant des moyens financiers qui permettraient de réaliser plusieurs projets. Alors, comme vous le voyez sur cette slide, en fait, mon envie est de créer une fédération unie, une fédération de pelote belge, où on intégrerait en fait la Flandre, la FJP-OEB et la NKF-NJP pour créer une seule structure qui soit légale et qui soit ultra compétente. C'est-à-dire, on rassemblerait les compétences, également les moyens financiers pour mener à bien certains projets. Et comme vous le voyez également, j'ai mis des petites flèches jaunes vers les régions, c'est-à-dire que cette fédération unie ne serait pas contre les régions. Vous avez pu peut-être entendre par des ragots que je voulais supprimer les régions. Ce n'est pas le cas. En fait, je voudrais plutôt que cette fédération de pelote belge soit au service des régions et aide les régions à accomplir leur mission, c'est-à-dire faire du travail de terrain, aller dans les écoles, créer des événements de promotion de la balle pelote, créer des événements pour le one wall, également pour la féminisation, etc. Les régions, en fait, sont des acteurs de terrain, donc c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent au mieux accomplir leur mission pour susciter de l'intérêt. Et forcément, une fédération unie avec des compétences réunies pourrait vraiment aider les régions à atteindre cet objectif. Alors, dans mon plan global de restructuration, il y a plusieurs sujets que je vais aborder. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ici un petit listing de tous les sujets que je vais aborder rapidement. Alors, je commence tout de suite. Comment faire en fait pour sauver les jeux de paume? Alors, il y a selon moi, une chose qui est évidente et qui est importante, c'est que lors des prochaines élections, quand vous allez voter, il y a une seule solution. On l'a vu par le passé. Si on continue à voter de la même manière et par habitude, et pas forcément sur un projet, mais qu'on vote par affinité, on n'avancera pas. Pourquoi? Parce que y a des administrateurs qui sont là depuis 8, 12, 16 ans, et qui malheureusement n'ont rien apporté, ou en tout cas il n'y a pas de projet mis en place à long terme, il n'y a pas de plan de restructuration, il n'y a pas de plan financier, il n'y a rien. Donc c'est extrêmement nocif pour la situation de la balle pelote vu qu'on n'avance pas, on recule plutôt, on est sur le déclin depuis plus de 30 ans. On a une gestion en affaires courantes, il y a vraiment des incompétences qui ont déjà été avérées à maintes reprises. Je pense que le seuil de non-retour est déjà atteint, c'est-à-dire que si on regarde le nombre d'affiliés qui existent encore, qui jouent encore, qui ont déjà un certain âge avancé, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà passé les 30, 35 ans, donc si on projette ça à 10 ans, il n'y aura plus suffisamment de joueurs. Quand on regarde le nombre de jeunes actuels en pré-pupi, en pupi, il y a très peu d'équipes, et donc il y a un gouffre, et donc on ne sait pas si dans 15 ans, il y aura suffisamment de joueurs pour pouvoir composer des championnats. Donc il faut une réaction vraiment immédiate et rapide. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que désormais, j'ai l'expérience de président. J'ai vu de l'intérieur ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait résoudre, les problématiques existantes. Et donc, en fait, aussi l'idée de cette vidéo, c'est de réussir à établir un plan global qui soit connu et auquel des personnes adhèrent. Donc il y a plusieurs candidats qui vont ici se présenter. J'ai forcément déjà parlé de ce plan, je l'ai déjà présenté et il y a beaucoup de personnes qui adhèrent. C'est la grande différence par rapport à il y a 4 ans où on voulait changer les choses mais on ne savait pas trop comment s'y prendre, on ne savait pas trop si on était tous d'accord sur tel point, tel point, tel point. Ici en fait c'est vraiment une réflexion menée depuis quelques temps avec plusieurs personnes, avec les inputs de l'un, de l'autre, et donc, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui seront candidates, qui sont pour la plupart d'accord dans 95-90% des cas avec les idées que je présente ici. Et donc ça, c'est un avantage par rapport à il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'on est conscient désormais des problèmes et on sait exactement ce qu'il faut régler. Une des premières choses à faire, selon moi, c'est professionnaliser le sport. Alors, le sport en lui-même est un sport amateur et il doit le rester. Mais quand je dis professionnaliser le sport, je veux dire professionnaliser la structure qui la gère. C'est-à-dire, il faut vraiment mieux faire les choses pour pouvoir ensuite attirer les médias, pour pouvoir avoir des contrats avec des sponsors, pour pouvoir relancer les choses. Il faut vraiment avoir une structure professionnelle. Alors, mon idée est vraiment de réussir à avoir des administrateurs avec des compétences avérées, des compétences très larges en comptabilité, en gestion, en marketing, en infographie, en communication. Il y a moyen de réunir ces compétences et si pas, on peut également sous-traiter certaines de ces tâches. Ce que j'aimerais mettre en place également, c'est la location d'un bureau et donc que cette fédération est un siège social. Pourquoi ?
Actuellement, en fait, on loue des salles dans des hôtels plutôt luxueux qui coûtent quand même assez cher. Je pense qu'en louant un bureau, en fait, on est tous gagnants. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus de coûts pour les réunions. On aurait un coût fixe mensuel, certes, mais on pourrait organiser nos réunions. On aurait un local où on pourrait stocker nos trophées. Actuellement, on ne sait même pas stocker les trophées internationaux qu'on a gagnés. On pourrait stocker notre matériel, donc on n'aurait plus à louer un local de stockage comme on le fait actuellement à Nivelles où on empile nos perches, nos pieds de perche, nos balles, nos autocollants, etc. On pourrait tout avoir dans un lieu central. Et aussi, et ça c'est là où je veux en venir avec la professionnalisation, on aurait un bureau vraiment où une employée ou un employé pourrait travailler à temps plein. Alors vous allez me dire c'est de la folie, mais non, je vous assure que dans bien des fédérations, volley, hockey et d'autres fédérations qui ne sont pas forcément plus grandes que nous en termes d'adhérents, il y a des personnes qui sont employées. Pourquoi? Parce que les subsides alloués par la région wallonne permettent de faire ça. Je vous donne des exemples. Cet employé temps plein pourrait clairement, par exemple, gérer les réseaux sociaux, le site web, un e-shop où on pourrait vendre toutes choses, gestion de la facturation, des dépenses, de l'agenda. Elle pourrait être une aide administrative au club pour obtenir des subsides pour différentes démarches administratives. Elle pourrait gérer la base de données. Elle pourrait faire les désignations d'arbitres, par exemple. Elle pourrait être le point de contact avec l'AISF, la Loterie Nationale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, compléter des dossiers de subsides au niveau de l'ADEPS. Elle pourrait s'occuper forcément de la rédaction des courriers, des PV, la gestion de différents projets, la gestion pour la Grand Place. Elle pourrait aider à d'autres choses, l'obtention de marquoirs électroniques, de machines à balles pour les enfants, etc. Elle pourrait vraiment gérer énormément de choses. Et croyez-moi, à l'entre-saison, il y a tellement de choses à faire que ça ne serait pas vraiment de trop un temps plein. Après, voilà, ça peut évoluer vers un mi-temps ou même à 2 temps pleins si les moyens nous le permettent à l'avenir. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui puisse s'occuper à temps plein de cette fédération pour qu'elle soit professionnelle. Alors, vous allez me dire, c'est impossible. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo que c'est possible, mais ici, je vous fais un petit clin d'œil. En fait, j'ai parlé de ça avec des proches dernièrement, et vous voyez ici, j'ai vu sur mes réseaux sociaux, vu qu'on est targeté, on est tout le temps écouté, un profil qui est apparu, une dame que je ne connais pas, mais dont le métier, en fait, c'est exactement ça. Elle est assistante digitale, elle s'occupe de la gestion administrative, des factures, gestion et modération des réseaux sociaux, création de visuels flyers, création de sites internet. C'est exactement ce dont j'ai parlé avant et c'est exactement ce dont la fédération a besoin. Donc des profils comme ceux-là, il existe et ça ne doit pas forcément être quelqu'un issu du jeu de balle. Avec l'expérience, etc., forcément, elle connaîtra le sport, mais il y a beaucoup de tâches où il ne faut pas forcément être issu du jeu de balle. Ce plan de restructuration, comment il doit se passer? Alors, l'organe qui doit subsister, c'est la FJPOEB. Pourquoi? Parce que c'est la seule, comme je l'ai expliqué juste avant, qui est subsidiée. Il faudra forcément la mettre aux normes, c'est-à-dire il va falloir la légaliser, il va falloir être assujetti à la TVA, il va falloir refaire des statuts en intégrant forcément les nouveaux administrateurs, en disant que il n'y a plus qu'une seule structure, il n'y a plus la Flandre à côté et il n'y a plus la coupole au-dessus. Alors, il faut modifier le rôle des régions, comme j'ai déjà expliqué avant, et pouvoir les aider dans leur mission. Et cette fédération, pour moi, doit fonctionner différemment qu'actuellement, c'est-à-dire actuellement, comme j'ai dit, il y a trop de niveaux de pouvoir. Et donc, mon envie, mon idée pour améliorer les choses, c'est d'arriver à créer un collège, un conseil, comme un peu c'est fait dans les communes, où on réunirait en fait, par exemple, toutes les personnes qui ont été élues ici lors des prochaines élections, et on pourrait agrémenter cela par des spécialistes dans certains domaines, des spécialistes de la jeunesse, des spécialistes de l'arbitrage, des spécialistes de la coordination, de la psychomotricité, qui viendraient nous donner des nouvelles idées. Tout cela serait discuté lors des réunions de conseil, et en fait, les décisions seraient prises ensuite par un NOA qui serait composé de 6 personnes, mais qui aurait 5 voix. C'est-à-dire qu'on aurait les 4 personnes nommées, président, vice-président, trésorier, secrétaire. On aurait une voix qui serait la représentation du collège, et on aurait également la secrétaire qui serait présente. Donc 6 personnes, 5 voix pour prendre des décisions. Il faut savoir que dans la majeure partie des fédérations, les grosses structures, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas 13, 15, 20 administrateurs qui prennent des décisions.
Alors au niveau du comité sportif, je voudrais également changer les choses. C'est-à-dire qu'actuellement, voilà, c'est pas toujours évident. Enfin, vous connaissez tous comment ça se passe au niveau du comité sportif et du comité d'appel. Pour avoir un maximum d'objectivité, je voudrais que dans chaque club, il y ait une personne qui soit désignée, une personne au hasard, une personne dans un club qui est responsable comité sportif. Et lorsqu'un cas arrive, la personne qui est employée, en fait, elle se chargerait de choisir parmi tous les clubs existants 5 membres qui seraient convoqués, qui viendraient. Ils seraient assistés par une personne du milieu juridique et par une personne qui vient d'un autre sport pour avoir des avis divers. Et ensuite, on pourrait prendre des décisions qui sont vraiment objectives. Alors, au niveau du comité d'appel, actuellement, on est quasiment une des seules fédérations qui ne peut pas faire appel à la Cour d'arbitrage belge du sport, la CBS. Je voudrais changer cela également, parce que là, de nouveau, ce sont des professionnels qui prennent des décisions. Si, à un moment donné, il y a un appel, on passe via la CBS, comme quasiment toutes les autres fédérations font. Ce qui est très important pour moi également, c'est l'informatisation. C'est d'ailleurs mon dada, mon cheval de bataille. Je pense qu'il faut absolument arriver à sortir une application complète et correcte. J'avais déjà lancé cela quand j'étais président, j'avais fait le cahier des charges. Elle était quasiment terminée quand j'ai démissionné. D'ailleurs, j'avais une version sur mon téléphone. Lors de la dernière assemblée générale, on vous a dit qu'elle n'était absolument pas prête, que le cahier des charges était incomplet, que le développeur était lent, etc. On se fout royalement de votre gueule. Clairement, je peux vous le dire, l'application était presque prête, sauf que quand j'ai démissionné, la base de données qu'on avait développée, qui était une toute nouvelle base de données, avec énormément d'options, qui communiquaient directement avec cette application, il y a eu un PV où on a complètement changé de direction et on est retourné vers l'ancienne base de données, très peu fonctionnelle. Donc forcément, le développeur, il a dû absolument tout rechanger, faire tous les liens, faire toutes les connexions, faire tous les raccourcis, il a dû tout changer. Alors, ça s'est fait. C'était toujours inclus dans le budget qui était payé à l'époque, donc là-dessus, il n'y avait rien à dire. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le développeur qui est lent. La base de données actuelle qu'on utilise, la société a fait faillite. Donc, de nouveau, il faut absolument tout recommencer. C'est vraiment possible d'avoir une application rapidement. Je vous donne un exemple. Mon club de Montigny-lès a créé une application de gestion de statistiques, des sponsors, de suivi en direct des luttes et d'envoi des scores via notre propre application. On a fait ça en 4 mois. Donc dire que c'est impossible, c'est faux. Si je suis président, si j'ai la chance d'être élu, ce sera un de mes objectifs principaux, c'est mettre ça en place le plus vite. Pourquoi ? Parce que forcément, ça simplifie la vie de tout le monde. Ça simplifie la vie des comitards, des délégués, des joueurs. Il n'y a plus d'erreurs possibles, ou en tout cas beaucoup moins. Donc ça évite des comités d'appel, ça évite des comités sportifs. Donc on gagne de l'argent, plus de réunions, plus de déplacements. Ça permet de donner de l'intérêt, vu qu'on sait suivre les scores en direct. On peut placer des sponsors sur cette appli, qui sera également visible sur les réseaux sociaux. On peut avoir des statistiques précises pour intéresser la presse, parce que la presse actuellement, elle ne saurait pas faire des articles, elle n'a pas de stats, elle ne sait rien de comment se déroulent les matchs. Et on pourrait également être beaucoup plus interactif et par exemple faire des sondages, demander l'avis du public, votre avis à vous les joueurs concernant une idée, un projet. Vous pourriez très facilement voter. Et forcément, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles et on pourrait accélérer dans certains projets. Aussi, au niveau pertinence, il faudrait avoir un seul site web sur lequel tout est centralisé, les classements, les calendriers, sur lesquels on peut retrouver les documents, sur lesquels on peut mettre des sponsors, sur lesquels on peut vendre des choses en ligne, des maillots de l'équipe nationale, des souvenirs, des porte-clés, des choses comme j'avais déjà fait lors de la Grand Place de Bruxelles, qui s'étaient bien vendues. Tout ça, il y a de la demande, on le sait, donc on pourrait aussi générer des recettes de cette manière-là. Pour moi, c'est une nécessité, vraiment, l'informatisation le plus vite possible. Également, au niveau du système de vote, on va voter dans quelques jours, dans quelques semaines, et ça a toujours été comme ça. Sauf que je trouve que le système ne représente pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que chaque club a droit à un vote. Sauf que, et ça c'est aussi une des conditions de subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc pour que la Fédération ait des subsides, il y a des critères à respecter. Et dans ces critères, il y a un critère qui met que chaque club ne peut pas avoir le même poids au niveau du vote. Pourquoi ? Parce que forcément, un club qui a 7 joueurs et 3 membres de comité, il a 10 personnes. Un club qui a 5 équipes et 20 membres de comité,
à beaucoup plus de personnes, une septantaine de personnes. Donc au niveau de la représentation du monde ballon, on a la même voix pour une représentation qui est beaucoup plus grosse ailleurs. Donc comme ça se fait dans d'autres sports, ce que j'aimerais mettre en place, c'est que une équipe représente une voix. Avoir une académie de jeunes, ça représente une voix supplémentaire. Et avoir un club labellisé, ça représente une voix supplémentaire. Donc je prends un exemple. Le club je vais prendre mon club, Montigny par exemple, s'il avait 2 équipes, aurait 2 voix. S'il est labellisé, il a 3 voix. Et si parmi ces 2 équipes, il y a une équipe de jeunes, ça fait 4 en fait. Et ceci, de mon point de vue, ne devrait représenter que 50% du quota. Les autres 50%, ça serait selon moi un vote en ligne où tout le monde qui est affilié à la Fédération Wallonie-Bruxelles peut voter. Les clubs représentent 50% avec les critères que j'ai énoncés juste avant et toutes les autres personnes, les joueurs, les délégués, toute personne affiliée peut voter via l'application et émettre son souhait sur les futurs candidats et sur les futurs projets à mettre en place. Et de cette manière, je pense, on aura vraiment un quorum qui est représentatif du monde ballon. Alors, je vous mets également une slide ici sur la labellisation dont je parlais juste avant pour le vote supplémentaire. La labellisation, en fait, c'est pas nouveau. J'en avais déjà parlé quand j'étais président. C'est un critère de reconnaissance au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a déjà plusieurs critères qu'on ne respecte pas. Alors, il y a une certaine tolérance, mais la labellisation, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. En plus, ça peut aider les clubs au niveau de leur visibilité. Également, ça leur donne une prime, donc c'est également très bien. Et au niveau de l'intérêt global pour la balle pelote, c'est top parce que plus on a des clubs labellisés, plus il y a de la confiance pour des nouveaux membres pour rejoindre ces clubs et plus l'image est bien. Plus l'image sur les réseaux sociaux, sur Google, à la TV, c'est une bonne image. Un autre sujet qui est également très important pour moi, c'est la refonte du ROI. Le ROI, et croyez-moi, je le sais, vu tous les pépins que j'ai eus avec la fédération, est un vide juridique total. C'est mal écrit, il y a des mots qui peuvent être interprétés, il y a parfois des paragraphes qui se contredisent l'un l'autre, il a été écrit, réécrit, effacé, c'est vraiment un gros bordel, passez-moi l'expression, mais c'est le cas. Et donc déjà, quand j'étais président, on avait lancé un projet, on avait fait venir un juriste et un avocat pour le réécrire. Et le budget était plus ou moins acceptable. C'était un budget de 3-4 000 euros. Ce qui était acceptable parce que ça représente vraiment un travail colossal. C'est vraiment des heures et des heures de travail. Et ça doit être relu par des personnes qui sont du milieu juridique pour que justement il ne puisse pas y avoir d'interprétation. Les gants également est un sujet délicat, mais auquel je voudrais m'attaquer. Je crois qu'on est tous conscients que le gant actuellement est une arme, c'est vraiment une arbalète comme on dit, et qu'on a perdu un peu l'essence du jeu. À la base, le jeu de balle, c'était mettre un carton de Jupiler, comme on dit en rigolant, ou simplement une petite protection dans un gant en cuir. Mais ça protégeait la main, c'était ça son but. Actuellement, on n'en est plus à ça. Actuellement, on est en train vraiment d'optimiser à mort les gants pour taper à des longueurs qui sont exceptionnelles. Et je pense qu'on a un peu perdu l'essence du jeu à cause de ça et qu'il faut essayer d'y revenir. Alors il y a plusieurs solutions en réduisant la plaque, ça a déjà été évoqué. Je pense qu'il y a aussi des possibilités au niveau de la matière de la plaque, c'est-à-dire qu'on peut avoir une plaque qui, au lieu de décupler l'énergie cinétique, elle encaisse cette énergie. Et donc la balle, si elle est bien touchée, forcément elle va bien repartir, mais elle ne repartira pas à une vitesse 3 fois ou 4 fois plus élevée que ce qu'elle n'est arrivée dans l'entrée du gant. Il y a également des possibilités de faire jouer actuellement les enfants avec des petites balles qui sont non douloureuses et des gants également plus petits et qui seraient également accessibles, et là je parle bien que pour les gants d'enfants, des gants accessibles dans des grandes surfaces comme Decathlon. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, quand des enfants ont envie de se lancer, c'est très compliqué de trouver un gant et en plus c'est très onéreux. Donc je pense qu'il faut commencer par là. Je parle bien des enfants parce que je suis bien conscient de l'héritage culturel et du savoir-faire pour faire des gants adultes. Je ne veux pas supprimer les gants adultes, je dis juste qu'il faut changer ces gants pour pouvoir retrouver un jeu tout à fait normal. Autre sujet, très important également et qui fait beaucoup parler depuis des années, c'est la balle. Alors, au niveau de la balle, on vous a dit lors de la dernière assemblée générale que désormais elles allaient être rondes, que c'était pour ça qu'elles étaient plus chères, etc.
sais pas si vous avez vu une balle ronde, mais moi j'en ai toujours pas vu une. Et la vérité, c'est qu'on ne saurait jamais avoir une balle ronde. J'ai fait des démarches à l'époque avec Joël Mercier lorsqu'on a voulu créer une nouvelle balle. Le moule en fait est fait d'une manière dont on n'a pas d'autre choix que d'extraire la balle en tirant dessus à chaud. Donc quand on extrait la balle se déforme forcément. Et parfois, en refroidissant dans l'eau, elle reprend une forme plus ou moins ronde, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, c'est pour ça qu'il y a des comportements qui sont parfois vraiment étranges, c'est que quand on injecte les 3 différentes matières qui composent la balle, il y a un des composants, c'est du barium. Le barium sert à donner du poids pour que la balle soit lourde ou moins lourde pour la balle enfant, par exemple. Mais on injecte une matière en une seule fois. Il n'y a pas de répartition au sein du moule. Et donc si le barium va se mettre tout à gauche de la balle, tout en bas ou bien pile au centre, vous comprenez bien que la balle n'aura pas le même comportement. Et donc il faut refaire un moule, et ça c'est une chose dont j'avais déjà discuté à l'époque avec un nouvel entrepreneur, et ce sont des choses possibles qui ont un coût forcément, mais c'est possible. J'avais d'ailleurs à l'époque testé certaines balles qui avaient leurs défauts, elles n'étaient pas encore parfaites, mais on se dirigeait vers une meilleure solution. Et donc c'est un dossier que je voudrais vraiment reprendre le plus rapidement en place pour redonner du pouvoir aux livreurs qui actuellement malheureusement ont vraiment perdu beaucoup en distance. Et mon idée est également de trouver une société qui serait vraiment plus réactive, commerciale et ingénieuse, parce que vous imaginez bien que maintenant ça va faire quasiment 10 ans qu'on a la même balle. Si on avait voulu trouver une solution, on aurait pu la trouver. Alors également, un sujet auquel je m'attaquerai, et c'est déjà une des choses que j'avais faites il y a 4 ans, c'est la réforme des championnats. On avait déjà mis une réforme en place où on voulait toutes des séries de 10. Malheureusement, cette réforme a été bafouée, bâclée dès que Joël, moi-même, Sébastien Potier, etc. ont démissionné. Il n'y a rien qui a été respecté, absolument rien. Alors maintenant, avec la disparition de certains clubs, on y est quand même arrivé à 10 clubs par série en national. L'idée, pour moi, était d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai entendu les dirigeants de clubs, on avait fait une réunion, et ils veulent absolument avoir des matchs en jeu qui attirent du public et qui rapportent de l'argent. Alors, je le comprends tout à fait. On m'avait déjà dit que réduire à 10 équipes, ce n'était pas une bonne idée. Je pense que désormais, les retours que j'ai eus, vous voyez bien que c'est une bonne idée. En plus de ça, je parle de ma propre expérience en National 3. Vous avez été plusieurs à me dire que la série National 3 est vraiment très très forte. Et bien, c'est logique parce que forcément, avec le nombre d'équipes qui descendent à chaque fois, les joueurs, la qualité se renforce et donc c'est de mieux en mieux. Ce que j'aimerais faire, c'est arriver à faire des séries de 8 en double tour. C'est-à-dire qu'on aurait exactement le même nombre de matchs que maintenant, il n'y en aurait pas plus. Championnat normal plus play-off, on arriverait au même nombre de matchs. Et on arrivera, en faisant ça, à une pyramide qui sera stable et structurée, répétitive d'année en année. Et donc, on n'aura plus ces problèmes à chaque fois en début de saison. Ouais, mais le premier, le deuxième, le troisième, qui monte pas, qui descend, on ne sait pas trop. Non, d'année en année, on saura, voilà, premier monte, deuxième fait barrage, dernier descend, avant-dernier et avant-avant-dernier, par exemple, sont dans tel cas ou tel cas. Mais ça serait fixe et réglé. Au niveau des tournois, également, je pense qu'il faut vraiment aider les organisateurs et il faut augmenter l'intérêt des tournois. J'ai plusieurs idées pour ça. Il faudrait pour moi faire un cahier des charges pour que les tournois aient une reconnaissance officielle. Il faudrait rendre service aux organisateurs en effectuant des tirages au sort en ligne, en faisant de la publicité sur l'application, sur le site web, etc. Il faudrait donner de l'importance et faire un classement des tournois, par exemple en ayant un vainqueur des tournois qui serait qualifié pour la Supercoupe. On peut également inciter les gens à venir à ces tournois en accompagnant ça d'un after-work, en ayant un invité d'honneur, en ayant une personnalité sportive qui vient d'un autre milieu, en se faisant des séances de dédicaces, etc. Enfin, comme ça se fait dans d'autres sports, vraiment susciter de l'intérêt au-delà de l'événement sportif. On pourrait également, pourquoi pas, mettre en place différentes idées, comme ça a déjà été fait à Siro. On invite des équipes étrangères, on joue avec une balle espagnole à main nue par exemple. Ce sont des idées qu'on pourrait tester en tournoi pour voir les retours et attirer des curieux et faire du spectacle. Alors, un des sujets les plus importants pour l'avenir de la balle pelote, c'est vraiment la formation des jeunes et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses et de faire des choses bien. Alors,
il est possible, en fait, grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'engager des moniteurs spécifiques. Actuellement, on a une cellule formation avec des bénévoles, des gens issus de la balle pelote, qui font de leur mieux et qui font ça très bien. Mais il est possible d'avoir des professeurs, des moniteurs vraiment spécifiques qui seraient formés au jeu de paume, où on leur donnerait un bagage théorique, on leur parlerait de l'histoire, de la pédagogie, on leur donnerait des médias à pouvoir montrer à certaines formations, dans des écoles, lors de stages, etc. Et donc des personnes qui seraient vraiment dévouées à ça et qui seraient payées par cette fédération de balle pelote belge. Alors, la personne qui est employée par la fédération pourrait également leur dégrossir le travail à ces moniteurs, c'est-à-dire leur prendre des rendez-vous dans les écoles, faire la correspondance avec les clubs, réserver des créneaux horaires dans des salles, etc. Cet employé pourrait également préparer des goodie bags, comme on appelle, pour laisser à chaque enfant un petit porte-clés en gants miniature, des autocollants, une petite balle, plein de goodies qui peuvent vraiment sensibiliser l'enfant pour qu'il puisse avoir des petites étoiles. Ça se fait dans d'autres pays. Je prends notamment l'exemple du Pays Basque espagnol où ils font ça et ça marche très très bien. Il faut pouvoir également présenter un programme de développement pour l'enfant sur 3, 4, 5, 6 ans, comme ça se fait dans d'autres sports, pour que les parents soient rassurés et envie que l'enfant s'investisse dans le sport. Il faut pouvoir, selon moi, organiser de vrais stages, des stages qui sont faits par la fédération, non pas par les clubs. Je pense que c'est la fédération qui a pour rôle, c'est la fédération qui doit organiser des stages d'une semaine pendant les congés scolaires avec des moniteurs spécifiques et en fait, ensuite pouvoir faire le relais vers les clubs et les aider à créer des équipes de jeunes. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner, selon moi. Et il faut pouvoir également avoir un suivi après ces stages, c'est-à-dire que la personne employée doit pouvoir appeler les parents, doit pouvoir avoir les fiches infos des enfants, doit pouvoir les relancer, doit pouvoir leur donner les informations des clubs pour qu'ils puissent s'inscrire, un lien, etc. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites de manière professionnelle et qui pourraient vraiment, selon moi, changer la donne et réussir à recréer des équipes de jeunes. Je vous prends un exemple, je l'ai fait moi à moindre mesure cette année à Montigny-lès, on crée une équipe de prépupilles. Ce sont tous des enfants dont les parents ne sont pas joueurs de balle pelote. Donc simplement en faisant les choses bien et correctement, je crois qu'il est possible de recréer des équipes de jeunes et que la balle pelote n'est pas morte. Autre chose pour générer des recettes et pouvoir même mener à bien tous ces projets de moules, de formation des jeunes, etc. Il est important pour moi de développer le sponsoring et le marketing. Pour moi, il faut pouvoir démarcher et aller chercher des gros sponsors. Quand je dis des gros, ce ne sont pas les petits sponsors locaux, petits, je dis bien entre guillemets, mais on ne doit pas empiéter en fait sur les sponsors que les clubs ont déjà. Il faut aller chercher plus haut et pour ça, il faut selon moi travailler avec un commercial externe qui va pouvoir aller chercher des contrats de sponsoring et qui se rémunérera directement via ces contrats avec un certain pourcentage qu'il gardera. Il faut pouvoir créer un sponsoring kit complet en exposant toutes les solutions d'affichage qu'on a, la Grand Place de Bruxelles, des bâches, notre application, site web, etc. Il faut vraiment tout bien indiquer, lui donner un outil à ce commercial. Alors, ces créations, ces possibilités d'affichage, il faut également les créer. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être faites autour de l'équipe nationale. Je me souviens de mes quelques expériences internationales, il y a plusieurs enfants qui demandaient s'ils pouvaient acheter une gourde, s'ils pouvaient acheter un maillot, un survêtement, simplement un short, un sac de l'équipe nationale. Tout ça peut également être mis en vente en ligne et peut générer des recettes. Et qui dit générer des recettes, forcément, c'est moins d'argent que la fédération devra aller chercher dans la caisse des clubs pour pouvoir exister. Le dernier sujet que je voulais aborder, c'était la création du contenu. Alors, on dit souvent que la presse ne s'intéresse plus du tout à notre sport, mais j'ai envie de dire, on peut s'en prendre qu'à nous, qu'aux dirigeants des 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que comment la presse pourrait nous donner une bonne image si on n'arrive pas à la générer nous-mêmes ? C'est-à-dire qu'on n'a aucun support exploitable, on n'a aucune donnée, on n'a aucune statistique à leur communiquer. On n'a rien, on n'a même pas une vidéo. Depuis que j'ai été président, on a fait réaliser via JLAV 4 vidéos ultra professionnelles. À Mons, à Soigny, à Bruxelles, une vidéo compilative et également une vidéo lors de l'expérience à la Coupe du Monde. Ce sont les seules choses qui sont professionnelles et que la presse peut utiliser. D'ailleurs, la presse a utilisé toutes ces vidéos-là, que bizarrement, vous ne trouvez plus sur YouTube. Je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, elles n'y sont plus. Alors,
Ça, c'est du contenu professionnel qu'on se doit de créer nous-mêmes pour avoir plus de relais. Si on fait ça et si on se donne les moyens de faire les choses bien, la presse sera beaucoup plus facile à faire des articles, à faire des émissions TV et forcément on sera beaucoup plus vu. Également une chose qu'il faut faire, c'est démarcher les journalistes et les médias nous-mêmes. Je donne des exemples. Les chaînes locales, on peut très bien les contacter et à partir d'un certain montant qu'on leur paye, elles nous allouent un certain créneau de temps chaque année. Je prends un exemple, nos télé, TéléMB, etc. font des contrats de partenariat. On leur donne une certaine somme en tant que fédération et on est sûr et certain que pendant X temps, on a X minutes de diffusion durant l'année. Ça, c'est toutes des choses que la fédération se doit, selon moi, de faire et que je voudrais bien faire si j'ai la chance d'être élu. Tout ça, tout ce que j'ai raconté, tous ces sujets, vous allez me dire, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Alors, oui. J'ai réalisé un plan financier que je vais vous expliquer juste après. Si je vous synthétise les choses, tous les clubs peuvent vraiment y gagner et très rapidement. Si vous analysez mon plan financier, vous verrez qu'en un an, il est possible de diminuer l'imposition des clubs de 30%, en 2 ans de 63% et en 3 ans de 72%. Ça veut dire que si par exemple un club paye 10 000 € maintenant, on pourrait réduire ces 10 000 € de 72% en même pas 3 ans. En un an, il est possible également de réduire les dépenses liées aux frais de fonctionnement, de déplacement, des réunions de 52%. En un an, il est possible de réduire les dépenses liées au site web, à la base de données, aux applications de 41% et de 61% au bout de 3 ans. Et tout ça, c'est en ayant désormais un siège social avec un bureau et un employé, en ayant réalisé divers projets importants et en améliorant vachement l'image du sport. Et je précise, quand vous analyserez ce plan financier, tout ça, c'est par la simple fusion des budgets annuels et la réduction des dépenses annuelles de la NKFNJP et de la FJPWB. J'ai absolument pas tenu compte du budget de la Flandre dans ce plan que je vais vous présenter. Et aussi, on n'a toujours pas touché à l'argent qui est déjà en caisse de la NK, de la FJPWB, de la Flandre et des régions. Et je peux vous dire que ce sont des milliers d'euros qui pourraient servir à mener à bien des projets, mais je n'y touche même pas. Là, le plan financier que je vous présente, c'est juste en fusionnant et en optimisant les recettes et les dépenses des 2 organismes principaux actuellement. Je vous montre ce plan financier. Comme vous le voyez, je vais vous mettre un lien aussi dans la vidéo pour que vous puissiez le regarder en détail, mais il est possible, sur un plan en 4 ans, de diminuer de 72% ce qui sort de la poche des clubs, en diminuant chaque année progressivement les cotisations qu'on demande, également la redevance sur les tickets jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pourquoi? Pas d'entrée, beaucoup plus de monde qui vient voir, ça me semble logique. La cotisation payée par les membres actuellement, on peut la diminuer à 0 et elle peut être payée, cette cotisation, par les joueurs eux-mêmes, comme ça se fait dans tous les sports et c'est une obligation de l'ADEPS. Alors, vous allez me dire, ça va être compliqué au niveau de la gestion, etc. Non, il y a une employée au niveau de la fédération qui peut se charger de ça à la place des clubs et leur rendre service. Amende comité sportif, réduction également, vu qu'avec une informatisation, il y a beaucoup moins de cas. Comité d'appel, il n'y en aurait plus, CBAS. Amende du conseil d'administration, il n'y en aurait plus également. La brochure, elle disparaîtrait, elle serait totalement gratuite. Et le carnet d'arbitrage, pareil au niveau des recettes générées encore à la fédération actuellement, il serait gratuit vu que ça serait informatisé. Actuellement, il y a toujours un bénéfice qui est généré sur les balles que nous payons 4 €, un bénéfice est pris dessus. On pourrait également arriver à ne plus prendre aucun bénéfice sur ces balles pour que ça vous coûte le moins possible en tant que dirigeant de club, comme vous le voyez sur le plan qui est ici. Je passe à la deuxième partie des recettes. Alors, on pourrait également diminuer la redevance sur les plaques. Actuellement, les plaques sont vendues aux fabricants 25 €. On pourrait vachement diminuer cette redevance sur les plaques pour que le gant soit moins cher et du coup on imposerait forcément une licence aux fabricants pour que les fabricants respectent un prix, que le gant soit vendu moins cher et qu'on soit sûr et certain que le gant qui sort de chez le fabricant respecte un cahier des charges pour qu'il n'y ait plus de contrôles qui sont parfois également payants pour les joueurs. Alors, l'organisation de la Grand Place, 0 € au niveau des recettes. Actuellement, il y a 4 000 € de gagnés chaque année.
Je le passerai à 0 parce que je voudrais mettre les entrées gratuites. C'est notre événement majeur. Il faut vraiment qu'un maximum de gens puissent venir. Alors, on ferait une recette sur la licence de fabricant de gants, comme je viens de l'expliquer juste avant. On développerait le sponsoring. Vous voyez, ce sont des chiffres qui augmentent. Le marketing, comme j'ai expliqué également. On a toujours le sponsoring de la loterie nationale. Les tournois, les recettes seraient diminuées également parce qu'on réduirait le prix qu'on demande aux organisateurs. La subvention Wallonie-Bruxelles de 43 000 €, elle est constante, donc je me suis basé là-dessus. On pourrait également aller chercher des subventions à l'ADEPS. Actuellement, on n'en a aucune, mais on peut aller en chercher facilement parce qu'un stage organisé par une fédération, c'est subsidiable, comme je l'ai expliqué juste avant. Soumission sur les organisations. Actuellement, il y a 2 500 € pour la Coupe de Belgique. Et la Supercoupe, j'ai diminué à 2 000 € parce que j'estime que la Coupe de Belgique, c'est un événement qui peut être soumis et qui est super bien pour les clubs. Mais la Supercoupe, c'est en une seule journée. Je pense, selon moi, que c'est le rôle de la fédération de l'organiser. Alors, vous voyez également une ligne sur la participation des régions. Sur les années à venir, c'est également une participation qui diminuerait. Mais pour tous les services que nous rendrions aux régions, on demanderait simplement une participation au financement des différents projets comme le moule, l'informatisation, etc. Et vous voyez la dernière ligne au niveau des recettes, c'est bénéfices sur les voyages organisés. Je l'ai expliqué tantôt dans le marketing également. Lorsqu'on fait des Coupes du Monde, des Euros à l'étranger, pourquoi pas proposer à tous les supporters, à tous les fans de balle pelote de nous accompagner et forcément leur rendre service en réalisant un peu comme un tour opérateur le voyage pour eux, pour que de un, ils puissent venir nous supporter et que la fédération ait un peu de recettes qui seraient des recettes qui ne sortent pas de la poche des clubs. Alors, sur les dépenses, comme déjà expliqué, il est possible de vraiment drastiquement réduire les dépenses. Alors, je vais vous faire un résumé de cette première partie. Au niveau du fonctionnement du site internet et de la base de données, comme j'ai déjà expliqué, en fusionnant et en ayant toutes les infos sur un seul site web et une base de données fonctionnelle, on peut vraiment réduire les dépenses comme vous le voyez. Alors, dans mon plan, j'ai prévu un gros budget pour redévelopper l'application en 2026, parce que forcément en 2025, on n'aura pas le temps si j'ai la chance d'être élu. Mais il y aura certainement des modifications à apporter suite à la base de données qui a fait faillite et suite aux modifications que les administrateurs actuels ont demandé. Il faudra certainement réajuster le tir, c'est pour ça que j'ai prévu un budget. Si jamais il n'y en a pas besoin, tant mieux, mais je pense qu'on en aura besoin. Alors, j'ai également drastiquement réduit le plan de communication une balle plus, comme on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux, qui coûte selon moi extrêmement cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres solutions que vous verrez dans le volet prochain des dépenses. Alors, également, on a plus de 7 500 € de consultance d'avocats qui ont été dépensés lors des années précédentes. Je pense qu'il y a forcément moyen de réduire ça avec un ROI, moins de comités d'appel, moins de CA, moins de comités sportifs, etc. Il est possible de réduire cela. Alors, au niveau des dépenses fixes, comme vous le voyez, j'ai pas diminué là, j'ai augmenté notamment pour les écussons. Je pense que quand on a un titre de champion de Belgique ou quand on gagne un gant d'or, etc., il faut vraiment donner quelque chose de symbolique. Et donc là-dessus, j'ai fait un budget plus conséquent. Les vêtements de l'équipe nationale, vous voyez également, en fonction de s'il y a un événement comme cette année en 2025 ou en 2028, il y en aura également un. Il y a également la Coupe du Monde en 2026, mais voilà, je pense qu'on peut réutiliser les mêmes vêtements. J'ai prévu des budgets pour. Ce que je vous montre là simplement, c'est que malgré des augmentations de budget, certaines modifications, etc., sur un plan de 4 ans, vous verrez à la fin qu'on peut clairement s'en sortir, malgré que, comme vous le voyez sur cette slide-ci, on a un employé et on a des projets qu'on mène à bien qui coûtent vraiment très cher. Mais malgré tout, on peut arriver à un bilan qui est positif dans la majeure partie des cas. Alors, comme vous le voyez, au niveau des dépenses, il y a également 17 500 € qui partent chaque année pour les administrateurs. Il y a pourtant un PV qui dit que chaque mandat doit être exercé de manière totalement bénévole. Il y a également 18 000 € qui sont prévus pour des frais de déplacement des administrateurs de l'ANK, de la FJPEB, pour le CAP, le CS, etc. Il y a énormément de dépenses à ce niveau-là. Je pense qu'il est possible, comme vous le voyez, de réduire tout ça.
Moi, j'ai prévu un budget de frais de déplacement de 8 400 € si on arrive à une structure, comme j'ai expliqué, avec 20 personnes plus ou moins qui font partie du conseil et sur une base de 1000 km par an. Donc on réduit quand même considérablement ces budgets. On réduit également les locations de salles. J'ai quand même laissé un budget qui est vachement exagéré, hein, mais j'ai préféré prendre une marge dans les dépenses et réduire dans les recettes pour être sûr d'être en positif. Vous voyez, j'ai mis un budget de 2 000 € parce que forcément, quand on fait une assemblée générale avec énormément de gens, on ne pourra pas faire ça dans le bureau qu'on louera. Alors, il y a plusieurs postes qui sont réduits comme vous le voyez. Et également, au niveau de l'équipe nationale, j'ai prévu pas mal d'argent pour être sûr d'avoir une représentation parce que cette année, ils n'ont pas pu aller au Portugal pour des moyens financiers. Ce que je peux comprendre, malgré que voilà, c'est difficilement acceptable pour les jeunes adolescents, qui n'ont pas pu participer à une expérience qui est exceptionnelle. Mais bon, voilà, je m'assure en mettant des budgets qu'on puisse participer à ces événements internationaux et que la Belgique soit bien représentée. Alors vous voyez également dans l'emploi, dès 2026, un employé temps plein, ça représente 35 000 €. Alors, avec l'inflation, j'ai un peu augmenté au fil des années, mais sachez qu'avec les aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que premier emploi, ça ne coûte pas plus. À ce prix-là, on peut vraiment avoir un employé à temps plein. Vous voyez également la dernière ligne qu'on peut également se permettre de rémunérer un moniteur, ensuite dès la deuxième année, 2 et ensuite 3, qui pourraient vraiment accomplir le job expliqué pour la formation des jeunes dans diverses écoles, divers stages, etc. Et au niveau des projets, c'est ce qui forcément coûte beaucoup, vu qu'il y a beaucoup de choses à régler, à améliorer. Vous voyez qu'il y a un ROI à refaire. J'ai prévu un budget dès 2026 qui diminue ensuite parce que forcément il y aura peut-être quelques modifications à faire, mais ensuite il sera bon. Pourquoi pas en 2025? Parce qu'une fois qu'une saison est commencée, normalement on ne change plus un ROI. Au niveau du moule et du moule pour la plaque, il y a 25 000 € de prévu. Ce sont les devis que j'avais eus à l'époque. Au niveau de la labellisation, vous voyez également qu'on peut attribuer donc des primes aux clubs et ça augmente aussi parce qu'il y aura de plus en plus de clubs labellisés. On a un budget pour un vidéaste pro qui augmente au fil des années parce que petit à petit, il faudra bien améliorer les choses. Un photographe professionnel également, on a un budget qui va en croissance. L'achat de goodies également va en croissance pour pouvoir vraiment donner à tous ces petits-enfants qu'on ira démarcher et essayer de leur créer des souvenirs. On a la création d'un sponsoring kit qui forcément il faudra l'adapter chaque année, budget également prévu pour ça. Il y a un budget également pour les événements de One Wall et la féminisation. On peut également créer de l'emplacement avec des locations d'écrans géants, comme ça c'est déjà fait, afficher nos sponsors qu'on ira démarcher, afficher les scores en ligne, afficher plein d'infos, les statistiques par exemple. Et on a également un budget prévu pour la création de flyers et le recrutement. Alors comme vous le voyez, vous avez le total des dépenses et les bénéfices, pertes. La situation est vraiment positive. Comme vous le voyez, il est possible de mener à bien tous ces projets tout en allant chercher beaucoup moins dans la caisse des clubs, 72% au bout de 4 ans. Et tout ça, comme j'ai déjà expliqué, c'est toujours sans avoir touché à l'argent qui existe déjà, qui est sur les comptes. C'est toujours en ayant un bureau, un employé. Donc on réduit les dépenses des clubs, on augmente le service qu'on propose aux clubs, on améliore l'image qu'on donne à la balle pelote et on se professionnalise pour essayer d'inverser la tendance et de recréer des clubs et des équipes et qu'on fasse parler de notre beau sport à la télé. Alors c'est possible, tout simplement en votant correctement, en votant pour des candidats jeunes et dynamiques qui adhèrent à ces idées, qui ont envie de faire changer les choses et tout simplement en votant pour vous. Parce que vous vous rendez bien compte que depuis des années, l'argent qui sort de vos caisses est conséquent et qu'il n'y a pas vraiment de projet mené à bien pour inverser la tendance, pour changer les choses. Alors si vous faites confiance à tous les candidats qui se présentent, qui ont envie de changer les choses, si vous me faites confiance, votez pour nous, évitez de voter pour les gens par habitude. Et j'espère qu'on pourra mener à bien tous ces projets parce que c'est possible de le faire. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on se verra autour du ballodrome avec nos enfants ou nos petits-enfants. La balle est dans votre camp.